production Sideways. Salut tout le monde, cette semaine au podcast, je reçois Carl Boucher. Carl a vraiment un beau parcours au niveau de la radio, podcast, consultant web et maintenant directeur du Woodley Park à Scott. On a jasé de son parcours et de tous les défis qu'il a dû surmonter au fil des années. C'est vraiment un bon Jack qui est heureux d'être heureux. Le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes et oui, fièrement produit par Sideways, notre boîte de production vidéo. Bonne écoute tout le monde. Salut Carl, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Hey, merci de prendre du temps pour venir à mon podcast aujourd'hui. En plein rush de début de saison au Woodley Park. Oui, bon rush, tu l'as vu, on s'installe aujourd'hui dans une place qui est très spéciale. T'es dans les nouveaux à l'avoir, là, mais les gens vont le voir sous peu. Mais oui, on est dans les travaux, il y a beaucoup de choses à faire, comme à chaque année au Woodley Park. Puis c'est le fun, il y a une bonne vibe, puis on travaille fort pour y arriver dans les bons délais. Très cool. En faisant mes recherches, j'ai vu que t'avais un bon background de radio. Fait que toi, de l'autre côté, ça doit être... T'étais-tu toujours animateur? Ou... J'ai toujours... j'ai fait de la radio, ça fait longtemps, les premières années. J'ai fait un cours de radio dans le début des années 2000 à l'école de radio de Montmagny. À l'époque, ça n'existe même plus. Je pense que ça a duré 3 ans. Ça a fermé l'année après que je sois parti de là. Je sais pas s'il y a une raison ou quelque chose là-dedans. Et j'ai toujours trippé sur les communications. J'ai travaillé un peu dans une radio communautaire. J'ai travaillé longtemps au 99.7 à Saint-Georges comme Morning Man. Puis depuis quelques années, j'anime un podcast avec mon chum David. On fait le Freak Podcast à tous les semaines. Fait que c'est un peu naturel. J'ai toujours eu une grand gueule. J'ai pas eu de difficulté à jaser. Fait que c'est naturel pour moi, mettons. Là. Ah, c'est bien. Puis aujourd'hui, t'es directeur du Woodley Park. On s'entend que... Les choses ont changé. Les choses ont évolué. Mais tu sais, dans la vie, on fait plein de choses, des fois, qui nous amènent à un projet final. Fait que j'ai touché à tellement de choses qui me servent aujourd'hui, autant les communications, le marketing, que le travail avec les bras ou chauffer des pelles mécaniques. Tout ce qu'on fait finit par nous servir plus tard quand on a notre entreprise, parce que plus on en fait, plus c'est facile d'évoluer puis d'avancer, puis d'être capable de pas toujours prendre des sous-traitants. Des fois, il faut que tu en fasses toi-même un peu pour que ça avance. Là. Ouais. Puis ça ressemble à quoi ton parcours? Là, si on recule loin, là aujourd'hui, t'es directeur d'un parc d'attractions. D'où tu pars? Et tu veux que je parte à partir de quel âge? Ben là, tu es de l'école. Là, hey, comme je te disais tantôt, j'ai toujours trippé sur les communications, mais avant ça, mon père a une compagnie d'excavation. Maintenant, aujourd'hui, c'est fermé. Mais j'ai chauffé des pelles mécaniques, j'ai chauffé des camions à benne, j'ai fait de la main-d'œuvre, j'ai fait plein de choses pour toucher pas mal au domaine de la construction. Fait que c'est parti de là, c'était dans la famille. Tout le monde conduisait des pelles mécaniques quand on était jeune. Je pense qu'à 9 ou 10 ans, on était capable de conduire ça. À 16 ans, on conduisait des trucks. On n'avait pas nécessairement le permis légal pour le faire, mais c'était une autre époque, fait qu'on pouvait le faire quand même. Puis après ça, avec le temps, j'ai toujours trippé sur les communications. Puis un jour, quand j'étais dans mon camion, il y avait une pub radio qui a joué pour l'école de Montmagny. Il disait qu'il prenait des gens qui voulaient étudier en radio, les communications. Je suis rentré dans le bureau à mon père puis à ma mère, puis j'ai dit « Hey, je m'en vais à l'école à Montmagny. » Il me dit « Tu vas faire quoi? »« On va faire quoi? Je vais aller faire de la radio. » Quand tu fais de la radio, tout le monde dit toujours « Hey, c'est pas payant. T'es sûr que tu vas aller là? T'es sûr que tu vas avoir une job? » Parce que dans le temps, début des années 2000, une job en radio, quand tu voulais l'avoir, il fallait que tu la mérites. Il fallait que tu travailles longtemps. Je dis pas que les gens qui sont là la méritent pas aujourd'hui, mais c'est plus facile d'entrer à la radio que ça a déjà été à l'époque. À l'époque, c'était comme c'était un élu quand tu réussissais à passer là où tu étais entêté pas mal. Fait que je suis allé m'inscrire à ce cours-là. J'ai dû vendre ma salade pour qu'ils me prennent parce que j'arrivais de l'excavation. J'avais pas nécessairement d'expérience en communication. Ils prenaient des gens avec des bonnes notes, ce que j'avais pas nécessairement à l'époque aussi avec mon parcours scolaire. Puis, ils ont fini par m'accepter. J'ai fait ce cours-là pendant 1 année et demie. Puis après ça, je suis revenu sur le marché du travail avec mon père et j'ai commencé à faire de la radio les week-ends à la 4 chemins. Il y avait un gars qui s'appelait Roch Bernier. Je pense qu'il anime encore à Passion FM. Ça fait longtemps, là. Ouais, bon, il animait, ça fait quelques années. Ce gars-là animait une émission qui s'appelait La Grande Rétro. Moi, j'avais 20 ans. Puis le monsieur, prend un break de la radio pendant un bout de temps. Je pense qu'il voulait prendre congé. Puis on m'a mis un jeune de 20 ans à jouer de la musique des années 40, 50, 60, 70. Puis même à diffuser le chapelet à 6 heures du matin. C'était pré-tape, là, mais la radio communautaire, c'était ça. Fait que j'ai fait ça au départ. J'ai commencé à travailler un peu. Les premières fois, c'était dégueulasse, comme j'étais mauvais. Quand tu n'as pas d'expérience, des fois, tu commences à jaser. Tu penses que tu connais bien les choses, mais il faut que tu te plantes quelques fois pour comprendre que finalement, il faut que tu manges des croûtes un peu pour être meilleur que ça. J'en ai fait un bout de temps. Après ça, j'ai retourné avec mon père sur le marché du travail.
J'ai décidé d'aller voyager avec des chums de gars. Je suis parti 4 mois à Vancouver. Au départ, on voulait aller travailler là-bas. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un programme du gouvernement qui faisait que tu pouvais apprendre l'anglais le matin, puis tu avais un certain salaire qui rentrait avec ça, avec l'assurance chômage. C'est niaiseux, mais il y avait ça. Fait qu'on pendant 3 mois, on a fait des cours d'anglais le matin, puis le reste du temps, on chillait dans la ville de Vancouver. On montait à Whistler des fois. On a eu bien du fun. On a rencontré des Québécois là-bas, puis du monde bien trippant. Puis là-bas, j'ai écouté énormément de radio de ce qui se faisait à Vancouver. Puis j'avais toujours, ça me travaillait en tête, puis j'y pensais tout le temps. Un an après, j'ai fait un autre voyage à Edmonton. J'ai travaillé 4 mois là-bas sur des piles mécaniques. Puis encore une fois, j'ai écouté beaucoup de radio. Puis quand je suis revenu de ce voyage-là, je me suis dit, OK, là, je fais des communications, je vais donner mon nom, je fais quelque chose. Fini la construction. Bouge. Ah oui, la construction, je suis capable d'en faire, mais à un moment donné, ça bouge pas assez ou il y a quelque chose que j'aime moins là-dedans. Je peux pas parler, hein? Pas tout le temps. Ouais. Fait que c'est ce bout-là. Fait que je reviens ici avec une idée en tête, faire de la radio. Fait que on rencontre le patron du 99.7 à l'époque qui s'appelait M. Marcotte. Puis c'était très drôle. J'étais allé avec mon chum de gars qui fait des podcasts avec moi aujourd'hui. On s'est présentés les deux. Puis au départ, il ne voulait pas nous rencontrer parce que j'ai pas le temps pour vous autres. Puis ça marche pas. Puis quand j'ai vu qu'il ne voulait pas me rencontrer, à tous les jours de la semaine, je l'appelais. Le matin, l'après-midi, le soir des fois, pour dire que je veux une rencontre. Il voulait pas. Puis finalement, il nous a rencontrés une première fois. On est débarqué dans son bureau. Il a écouté notre démo rapide. Il était vraiment pas bon, notre démo, by the way, à l'époque. Il écoute le démo rapide. Il regarde, voir les gars, j'ai peut-être quelque chose pour vous autres samedi, mais je vous reviens. Il voulait juste qu'on s'en aille de son bureau puis avoir affaire à nous. Puis il m'a trouvé tannant parce que j'ai rappelé. Puis un jour, à l'époque, le Canadien de Montréal, les matchs à la radio, était diffusé en Beauce. Donc, aujourd'hui, c'est de la diffusion automatique. Donc, le signal est envoyé de Montréal. Tout se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de personne derrière la console. Mais à l'époque, ça prenait quelqu'un derrière la console pour envoyer les pubs, pour faire la mise en onde. Fait que j'ai commencé à faire ça le soir. Donc, le jour, je faisais de l'excavation jusqu'à 6h30, 7h. Le soir, je débarquais en studio. Je pense que je faisais de la mise en onde de 8h jusqu'à minuit et demi. Le show de Ron Fournier terminait vers ces heures-là à peu près. Puis, je recommençais à travailler le matin. Je faisais ça. J'ai fait ça pendant un bout de temps. J'ai commencé à traîner dans le couloir de radio. À un moment donné, il y avait un trou pour animer le soir. On a demandé au boss s'il voulait pas. J'ai passé directement par l'animatrice avec mon chum de gars. Puis finalement, on est allé. On a fait, je pense, 3 semaines de radio sans que le boss sache qu'on était là. Ah ouais? Puis là, à un moment donné, il a vu qu'on était là, il a jasé un peu. Il y a un trou qui s'est ouvert, puis j'ai ramassé le show du matin avec Geneviève qui était là dans le temps, puis ça a évolué avec le temps. Fait que le parcours a commencé là. Puis c'est là que les grosses années de radio ont commencé, puis on a eu du fun. À partir de là, on a levé la switch, on a eu du fun, on a été... Au départ, on était timide. Après ça, on est devenu très, très naturel. Puis ça a dérangé, mais on a eu du succès, puis ça a été vraiment trippant. Vraiment, vraiment beau parcours, le fun. J'ai toujours été bien entouré à la radio. J'ai travaillé avec Pat Vincent, qui est à Choix maintenant, pendant des années. J'avais mon chum Manu qui était là, David, avec qui je fais des podcasts, qui m'a toujours secondé un peu par en arrière. Fait qu'on a une belle gang. Puis on n'avait pas froid aux yeux. Puis ce qui nous démarquait, c'est qu'on n'avait pas peur de sortir en dehors des heures de travail. Souvent, la radio, c'est devenu un mode où les gens travaillent de telle heure à telle heure. Après ça, on s'en va chez nous, puis on n'est plus là. Et nous autres, on allait voir le monde. On sortait, on était proche du monde, puis ça a amené un succès phénoménal. Je me rappelle d'une fois, on avait parti une promo où on vendait des T-shirts pour le retour des Nordiques à Québec. Okay. Rien de politique là-dedans, on voulait juste s'amuser. Parce que quand la politique embarquait là-dedans, c'était compliqué. Là. Comme à chaque fois, quand la politique embarque dans quelque chose, c'est très complexe. Mais on avait vendu à partir du matin, on avait vendu 1000 T-shirts dans le stationnement. Le matin pour le retour des Nordiques. On a fait un chandail bleu avec le retour des Nordiques, avec le logo de la station. Puis il y avait 1000 personnes qui s'étaient déplacées un matin à partir de 6h du matin. C'était fou raide. C'est là que tu vois ton impact, tu es là pareil. Oui, ça fonctionnait bien. Mais le pire, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on avait demandé au boss de le faire. Il ne voulait pas nous donner le budget pour faire des T-shirts. C'est nous autres qui les a payés directement de notre poche. On a pris le risque. Finalement, c'est vendu. Puis il y a eu plein d'affaires avec ça aussi qui ont bien marché. Là. Puis t'as-tu eu des moments de doute dans ta carrière au niveau de la radio? Pas la partie construction, parce que ça fait déjà longtemps, là, mais en radio, t'as-tu déjà eu des moments de doute au niveau de l'entrepreneuriat? Parce que tu veux pas, tu gères ta propre émission. Ouais. C'est de la gestion. Oui, ça a toujours été. Puis là, je l'ai dit à ma blonde dans les dernières semaines, puis je le dis à beaucoup de monde autour de moi.
je serais plus jamais capable d'avoir un patron dans ma vie. Puis c'était difficile pour moi à l'époque d'en avoir un peu aussi. La plupart des gens qui sont en affaires, on est très têtus. Hein? Puis c'est probablement un de mes grands défauts, mais en même temps, ça devient une qualité quand tu l'es. Il faut savoir quand t'arrêter. Mais j'ai toujours été très têtu. J'ai toujours fait à ma tête. Fait que probablement que j'étais un employé pas difficile, mais qu'on avait besoin des fois d'essayer de recadrer, mais le cadre, ça faisait pas pour moi. Fait que quand ça a été plus rough, exemple à la radio, où on me demandait plus de cadre, je suis parti, je suis allé faire autre chose parce que ça fitait pas là-dedans. Ouais. Puis la plupart des entrepreneurs le font. Quand on n'est plus dans nos valeurs, quand on n'est plus dans les choses qu'on croit, ben je vais trouver quelque chose ailleurs. C'est pas la finalité. Là, il y a d'autres choses qui existent. Il y a d'autres domaines. On n'a pas peur de repartir dans d'autres choses. Fait que c'est peut-être les défis que j'ai eus. Puis vu qu'on était très authentique à la radio, puis je l'ai toujours été, puis on s'est jamais caché de ce qu'on pensait, ben c'est sûr que ça dérangeait. Fait que quand les boss de radio qui sont quand même assez, je vais dire qu'ils sont assez timides quand ils reçoivent des commentaires. C'est difficile pour eux autres de prendre la chaleur, puis de les affronter, puis de backer leur animateur pour certains. Puis aussitôt qu'on avait des commentaires où ça brassait un peu, les boss nous rencontraient, il fallait tout changer le show. Pour leur faire plaisir, on a dit parfait, je vais changer le show. Ça durait 2 jours. Après ça, on recommençait comme on était, puis on trouvait toujours des façons de contourner les règles. Parenthèse, à un moment donné, il y a souvent le CRTC qui régit la musique qu'on joue à la radio. Ouais. Fait qu'il y a des pacings qui sont mis, qui sont enregistrés dans un logiciel, qui sont envoyés au CRTC pour savoir ce que tu joues, droit d'auteur et tout ça. Et moi, j'avais découvert avec les gens avec qui à l'époque, les patrons voulaient qu'on mette beaucoup de musique, puis nous autres, on voulait parler beaucoup. Puis le succès de notre émission, on l'a eu parce qu'on parlait beaucoup, pas nécessairement parce qu'on mettait de la musique. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je faisais jouer les tunes, mais je faisais juste baisser les potes, puis je gardais mon micro ouvert, personne ne s'en rendait compte dans les pacings. On a eu la chance que le boss n'écoutait pas vraiment l'émission qu'on faisait à l'époque. Je sais pas s'il manquait de temps ou d'intérêt. Fait qu'on a pu s'amuser à aller chercher des plages horaires pour jaser plus longtemps, pour faire plus de stock, en jouant par la bande nos tunes. Ils jouaient dans le logiciel, ils jouaient pas nécessairement dans les oreilles des gens, mais c'est une couple de patentes qu'on a fait pour contourner les règles. Regarde, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu regardes les gens, des fois, tu aimes ça, qui aiment certaines règles, mais tu peux comprendre que quelqu'un peut être enfermé dans des règles puis il a besoin d'autres choses. Fait que peut-être prendre le temps de discuter avec lui puis voir ce qu'il en est, là. Ah, c'est cool. Puis qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à être dans un parc d'attractions? Qu'est-ce qui a fait que tu fais encore un podcast, mais t'as arrêté la radio? Ouais. Ben, on revient un peu en arrière. Entre la radio puis Woodley Park? Hey, je me suis en allé travailler dans le web. Dans le web, OK. Ouais. J'ai Véronique Paquette de chez UBO qui faisait des chroniques avec moi dans le show du matin, des chroniques sur le web, des chroniques sur les médias sociaux. Puis on a commencé une collaboration ensemble. Puis quand elle est arrivée dans un bout de temps où je me questionnais beaucoup parce qu'on me demandait des choses, puis moi, je n'étais pas nécessairement d'accord. Puis c'est correct pour les patrons de l'époque de demander des choses, mais tu as le droit aussi d'envie de dire « Hey, moi, ça ne fit pas dans moi. » L'opinion est importante. Là. C'est ça. Fait que je me suis mis à me poser des questions, puis eux ont affiché un poste comme représentant pour vendre des sites web pour différentes choses. Fait que j'ai vu le poste passer. J'ai envoyé un courriel en disant « Hey, j'ai le goût d'essayer ça. » Ben, elle dit « Voyons, t'es même pas game. » Je dis « Ouais, tu vas voir. » Fait que j'ai commencé à faire les deux dans les premières semaines, et la radio le matin, et représentant web l'après-midi. 2 jobs, ça fait un bout, mais tu peux pas toujours fonctionner. Tu peux pas être à 100% dans les deux. Fait que j'ai décidé de lâcher la radio parce que ça allait plus ou moins comme je voulais, puis je me suis en allé directement dans le web. J'ai commencé comme représentant et je ne connaissais rien dans Internet, comme la plupart du monde. Je suis capable de naviguer sur le web, je suis capable d'aller voir des sites Internet, mais le derrière, l'envers du web, la conception et surtout le marketing web, j'étais un novice là-dedans. Et parce que je suis têtu puis déterminé un peu, puis j'ai eu des gens pour m'aider là-bas, le web a commencé à entrer un peu plus. C'est devenu plus facile dans moi. À un moment donné, les patrons là-bas étaient très permissifs. Donc, on allait faire des formations web, on allait voir des colloques sur le web. Puis comme n'importe quoi aujourd'hui, quand tu veux faire quelque chose, pas trop long, tu cliques, tu vas sur YouTube, tu vas ailleurs, tu prends des informations. Puis je pense que 3 ou 4 mois après, il y avait une offre au Cégep Beauce-Appalaches pour des formations web. UBO s'est inscrit, puis je me suis mis à donner des formations en web puis en marketing web. OK. Je te dis que je me suis formé à vitesse grand V pour être capable de le faire, mais comme tout s'apprend, puis il y a beaucoup de logique dans tout dans la vie. Tu as beau avoir beaucoup de façons de faire, il y a de la logique toujours derrière, puis on est débrouillard. Fait que je me suis mis à donner des formations web, en continuant de être représentant web, à même faire du SEO, à même travailler des différentes stratégies Internet, puis marketing avec les gens chez UBO. Puis ça s'est bien passé, ça a bien été, puis ça m'a donné une autre connaissance dans la vie que je n'avais pas du tout. Donc, tranquillement, mais sûrement, je vais chercher du bagage. Je prends du bagage en web, je prends du bagage en communication, j'avais du bagage en construction avant ça. Fait que j'ai déjà un coffre d'outils qui est pas pire garni. Ouais.
Et pendant que je travaille chez UBO, il y a ma blonde Claudia qui est dans le projet du Woodley Park avec moi, qui est une créatrice exceptionnelle. Puis elle a toujours trippé sur Disney, les choses différentes, le design, toutes ces choses-là, la beauté des décors, puis tout ce qu'il peut avoir autour. Et j'ai rencontré parce que je vendais du web, Madame Bouliane, qui est propriétaire du Woodley Park aussi. Pour une rencontre, pour un nouveau site web, il y avait un nouveau projet. Il venait d'acheter HelloLand à Beauceville, le parc qu'Éloi Thibodeau a créé, et il voulait en faire quelque chose de plus gros. Donc, créer une nouvelle entité, créer un nouveau parc. Donc, je rencontre Mme Bouliane et sa fille Marie-Hélène pour leur vendre un site web. Là, on jase. Puis, à un moment donné, ils me disent qu'ils cherchent une créatrice. Une personne qui pourrait travailler avec eux, qui aurait des idées, qui aurait du stock. Puis, dans ma tête, ça disait, il faut que je leur présente ma blonde. Faut que c'est Claudia. Oui, c'est sûr et certain. Puis, ils ont rencontré Claudia et ils ont discuté avec elle. Ça n'a pas été long. Il y a eu un fit naturel. Et Claudia s'est mise à développer le projet du Woodley Park avec Mme Bouliane, avec Marie-Hélène Lepage. Puis là, ils sont mis à avoir des idées. Prendre ce qu'il y avait à Beauceville, l'amener à Saint-Georges, créer Zone Toxique. La première, l'Halloween, qui avait une année à Beauceville, mais on l'a amené à Saint-Georges après. Puis moi, j'ai commencé à les conseiller un peu en marketing et à aller faire de l'animation sur le site directement durant Zone Toxique. Mais pendant que tu étais encore chez UBO. Pendant que j'étais encore chez UBO. Dans ce encore temps-là. 2 jobs. Encore 2 jobs. Toujours 2 jobs. On dirait qu'on n'est pas capable d'arrêter. C'est un peu ça être entrepreneur. Hein. Tu travailles pas mal tout le temps. Puis on s'en va là, on fait le projet, puis je suis avec eux de plus en plus impliqué, puis je garde les 2 jobs en même temps. Puis à un moment donné, Mme Bouliane, le projet qui est à Saint-Georges, il y a une option pour un terrain à Scott, pour rapprocher le Woodley Park de Québec. Parce que veut pas, dans le tourisme, c'est l'enjeu d'avoir un grand bassin, d'avoir des gens qui passent dans le coin, d'avoir un public qui va embarquer dans tes projets. Et Scott est à 18 minutes des ponts de Québec. Valcartier a fait sa pub pendant des années à seulement 20 minutes de Québec, puis ça a bien marché, même s'ils ne sont pas collés sur Québec. Fait que Mme Bouliane voit l'opportunité là-dedans, me rencontre Claudia, elle me dit « Hey, Carl, tu pourrais peut-être venir travailler avec nous, tu t'occuperais du marketing, puis un peu de différentes choses. » Puis là, en même temps, je chauffe des pelles mécaniques, on peut peut-être en acheter une, on peut faire ci, on peut faire ça. Fait que le 1+1+1 a fait 3 rapidement, fait qu'on est devenus partenaires ensemble. 3 jobs? Là, j'ai été obligé de lâcher. C'est pas vrai. J'ai gardé les jobs pendant un bout de temps parce que j'ai fait le transfert du web. Puis j'ai gardé les formations au cégep pendant presque une année. Ouais. Mais là, avec une nouvelle entreprise, ça devenait rock'n'roll. À un moment donné, j'ai dû arrêter. Mais ça a commencé comme ça, le Woodley Park. Fait que je suis arrivé dans les débuts ici où on déménageait à Scott. Là, on s'est mis à bâtir le projet. Puis au départ, quand on est arrivé sur le terrain, il n'y avait rien. Tu es arrivé tantôt, tu as vu plein de choses. Tu as fait des vidéos avec nous dans les dernières années, autant dans Fremont, dans Vol 315. Tu as vu l'évolution à chaque fois que tu viens par un tour. Là. Le site, il grossit toutes les fois. Il grossit à chaque année. Puis là, tu vas prendre des images bientôt de ce qu'on a à l'extérieur, de nouveau setting de l'avion qu'on pourra rentrer en détail tantôt. Ça évolue, le parc. Mais au départ, il n'y avait rien. Tout était à faire. Fait qu'on a acheté notre pelle mécanique, une grosse, une petite, un camion. Le camion que j'ai chauffé pour mon père en 2000... Je ne veux pas me tromper dans les dates. Je suis né en 80. Fait qu'en 2006... Le camion que je chauffais pour mon père, c'est le camion que j'ai ici aujourd'hui, que j'ai racheté à mon père, qui sert encore pour faire le stock qu'on a besoin sur le terrain. On a une pelle mécanique que j'ai achetée à mon père également, que j'avais déjà conduit à l'époque. Fait que j'ai récupéré une couple de choses de l'entreprise de mon père. Puis là, quand on est arrivé ici, vu que rien n'était fait qu'on en a fait beaucoup. On a tellement travaillé les soirs, les fins de semaine. On dirait qu'on avait 2 journées dans une avec Claudia, avec des employés à nous, pour être capable de faire le projet pour une première année, parce que quand on est arrivé aussi, comme dans n'importe quoi, il n'y avait aucun permis qui avait été demandé pour ouvrir le parc. Fait qu'on est arrivé je pense que c'est en mai 2016, pour ouvrir notre première année au mois de décembre. On avait encore une fois un délai serré, il n'y avait rien de fait sur le terrain, fait qu'on a fait un chemin, puis on a dû déménager Fremont, qui était à Saint-Georges, notre thématique de Noël, puis l'amener ici à Scott. Ça a été rock'n'roll en tabarouette. Il y avait rien dans la forêt. Mais là, toi, t'étais un directeur marketing. Un directeur marketing qui a mis ses bottes et qui a été travaillé. Toutes autres tâches connexes. Ça n'a pas resté longtemps, le directeur marketing. Je pense que ça a duré 2 jours. Je suis allé sur le terrain après, puis on a vu qu'il fallait avancer avant de faire du marketing aussi. Il faut que tu bâtisses avant d'être capable de faire quelque chose. Fait que, on a fait les 2. On avait des gens avec nous qui étaient là au départ, qui sont peut-être pas tous là aujourd'hui, mais on a travaillé sur différentes choses. Puis là, on a commencé à ouvrir une première année Fremont. Fremont, la première année qu'on a ouvert, je pense qu'on a été capable d'ouvrir seulement le 15 décembre jusqu'au 31. On voulait ouvrir avant, c'était compliqué.
Puis là, je peux le dire, à l'époque, je pouvais pas le dire, mais la première année, on n'était pas nécessairement légal d'avoir le site ici. Il fallait passer par la cache à Maxime, il fallait faire une entourloupette pour que ça fonctionne, parce que les règlements, honnêtement, c'est complexe. C'est complexe, puis je suis pas le seul qui va le dire en entrepreneuriat. Les règlements, la CPTAQ, l'environnement, les permis, c'est complexe comme ça, aucun bon sens, et c'est très coûteux. Fait que on comprend qu'avec le temps, il y en a. Et probablement qu'un jour, il y a des gens qui revoient ça parce que ça va être difficile pour les entrepreneurs d'évoluer. Il va falloir qu'il y ait des choses qui soient assouplies. Puis souvent, on met des règles parce qu'il y a des gens qui ont exagéré à l'époque. Parfait, je les comprends. Sauf qu'il faut peut-être se ramener entre les deux pour que ça soit plus simple un peu. Mais on a fini par ouvrir une première année. Le premier soir qu'on a ouvert, il faisait froid, il faisait moins 30. Il y avait 4-5 personnes dans le parc. C'était tranquille. On a dit, Colin, le projet, va-tu décoller? Va-tu se passer quelque chose? C'était durant l'hiver? C'était l'automne? C'était l'hiver, c'est le 15 décembre. C'est le 15 décembre. Puis dès le lendemain, ça a décollé. On était satisfait la première année, mais on n'a pas eu les gens qu'on voulait avoir. Je pense qu'on a eu 7000 personnes, 8000 personnes. Pour une première année, c'est très bon, mais on vise toujours plus gros. Puis la première de Frima était lancée. On est revenu l'année d'après avec Frima, qui s'est bien déroulé. Frima était la magie de Noël a pris du galon rapidement. Déjà, la deuxième année, on avait doublé l'achalandage, puis ça a bien fonctionné. Tu sais, Noël, le Père Noël, les traditions de Noël, le parc avec la lumière, fait que ça a décollé tout de suite. Et les autres thématiques sont arrivées après, mais on a eu une belle carte de visite avec ça. Puis bon, on a continué à développer nos choses, à regarder pour avoir un autre projet. Les dinosaures sont arrivés pas longtemps après, 2 ans et demi après le départ du Woodley Park. Il était censé arriver la première année, mais dans le temps, ça ne fitait pas. Puis la deuxième année, on était pris avec des secteurs humides qu'on appelle, donc il n'était pas encore déplacé, on n'avait pas eu les autorisations, mais on a fini par y arriver. Quand les dinosaures sont arrivés, Vol 315, la première année, on a ouvert, on voulait ouvrir encore une fois au mois de juillet. Beaucoup de choses ont retardé. Finalement, on a ouvert le 1er septembre. Je pense que c'est plus vers le tour du 15 septembre de la première année. Puis d'habitude, au mois de septembre, c'est frais. Ouais. Puis cette journée-là, je me rappelle, il faisait 28 degrés. Puis quand on a coupé le ruban pour venir dans Vol 315, cette journée-là, s'est présenté à 1000 personnes, juste pour les dinosaures, la première fois. Wow. Fait que là, on s'est dit, OK, ça va décoller. Puis ça a été une année exceptionnelle. La deuxième, la troisième, même après le COVID, ça a été bien, puis ça a bien décollé avec ça. Là. Puis c'est plein d'étapes cruciales pour le Woodley Park. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as sûrement eu des défis, des bons défis tout au long de ce parcours-là. Des défis, on en a eu pas mal à tous les jours. Il n'y a pas une semaine où il n'y en avait pas beaucoup, mais il y a des fois qu'on s'est remis en question beaucoup. Il y a des fois qu'on s'est dit, Colin, on va-tu y arriver? Je me rappelle, dans les premières années, on a parlé de Vol 315, mais on avait installé zone toxique temporairement. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Nos trailers manoir hanté qu'on avait à Beauceville et Saint-Georges, on les avait déménagés ici. On a dit, crime, il faut ouvrir, il faut faire quelque chose à l'automne. Fait qu'on avait vérifié dans la réglementation. On était sur une ligne, là, où ça pouvait marcher, ou. Fait qu'on avait regardé tous les pots, tous les comptes, on dit, bon, si on installe ça sur notre terrain, à cet endroit-là, oui, c'est près des lignes d'hydro, mais on est censé être correct s'il n'y a pas trop de stock, mais comme n'importe quoi, il y a beaucoup de stocks qui sont ajoutés. On avait fait quelque chose de vraiment trippant pour une première année. Malheureusement, on a été ouvert un week-end et demi parce qu'on s'est fait fermer, parce que finalement, notre règlement sur la ligne, on était plus du côté de la ligne qu'il ne fallait pas aller. Mais ça fait partie de l'entreprise et des risques. Fait qu'on était obligé, dans une nuit, de démonter tout ce qu'on avait fait dans l'espace de 2 mois. Wow. À une grosse pluie à Sio, c'était l'enfer. Donc, tous les emplois sont restés là. On a passé 24 heures sans arrêt à tout démonter, mettre de côté, puis rendre ça le site légal pour éviter les problèmes. On était aventuriers, on était un peu cavaliers, mais à un moment donné, en affaires, si tu fais rien, il n'y arrive jamais rien. Puis ça nous a permis de prendre une expérience, de voir les choses qu'on pouvait faire. Faut que tu brasses des choses. Là. Puis ça, plus jamais zone toxique est réapparue. Zone toxique n'est pas réapparue parce que on voulait le ramener, le mettre dans le temps, mais là, les dinosaures sont arrivés. Il fallait travailler sur les dinosaures. Priorité. Là. On voulait le réouvrir. La COVID est arrivée. Un manoir serré avec tout ça, ça devenait compliqué. Puis on pensait à le réouvrir, mais à un moment donné, sur Internet, sur Marketplace, on a vu un avion que beaucoup de gens ont vu. On s'est dit, Colin, maudit beau projet. Il faut faire quelque chose avec ça. Puis on est embarqué dans ce projet-là. Toxic n'est pas mis de côté, mais il est encore dans les livres. Le stock est là. Il reste de l'investissement à faire si on veut le ramener au bout du jour. Il y a des choses qu'on va faire autrement parce que ça a évolué depuis 7 ans qu'on ne l'a pas fait. Ouais. On serait plus au bout du jour, mais il y a des projets qui ont fait que c'est pas arrivé là. Ça me fait rappeler un peu à des expériences comme Total Zombie ou des affaires dans le monde, ça prend beaucoup de main-d'œuvre. Là. On ne veut pas là, ce type d'attraction-là. C'est du monde qui vont faire des sauts et tout ça. Fait que aujourd'hui, avec le problème de main-d'œuvre, ça doit être encore plus un frein.
Quand on a ouvert Zone Toxique, il y avait 60 employés dans une soirée d'ouverture. Ouf! Et c'était impossible à gérer puis impossible à penser aujourd'hui. Puis il y avait du maquillage à faire. Et c'est à presque 80% Claudia qui le faisait au complet. Wow! Donc, Claudia se levait le matin. Elle arrivait à 8 heures dans le manoir hanté. Il y avait un endroit pour faire les maquillages. Puis elle commençait à maquiller des gens à certaines heures. Il y avait Pamela qui travaillait pour nous, qui est venue l'aider à l'époque, puis quelques personnes. Mais grosso modo, c'est Claudia qui faisait ça. Donc, à chaque fois qu'il y avait une ouverture, elle se tapait le maquillage au complet. Autant qu'on l'a fait à Saint-Georges, autant qu'on l'a fait à Beauceville. C'est du travail en colline. Puis Claudia est très attentionnée sur les petits détails. Elle faisait des maquillages dignes des films d'horreur qu'on voit partout. Mais ça demande du temps, là. Il fallait qu'elle travaille en colline. Puis même si on était dans le noir, elle voulait garder cette qualité-là. Puis je dirais que c'est une des grandes qualités de Claudia, de toujours amener plus loin, de ne pas se contenter de ça, d'aller plus loin là-dedans. Donc, ça amène tout le monde à se dépasser puis avancer. Puis avec les idées qu'elle a, ben, on veut toujours viser à être mieux à chaque année. Il y a bien des détails que la plupart des gens vont venir ici qui verront jamais. Mais nous, avec le temps, on les voit, ces petits détails-là, puis ils nous tannent. Tu passes à côté, puis tu te tannes, puis un fil qui devrait pas être là, ça aurait dû être mieux caché, ça devrait être fermé. C'est important de toujours améliorer. Ben oui, puis tu te fies sur les plus grands dans ces domaines-là. On a voyagé beaucoup à Disney. On a été probablement beaucoup plus de fois que la plupart des gens pour le travail. Ça permet de mettre un budget dans la recherche et le développement. Mais on est allé faire un tour là-bas. On est allé voir Universal Studios quelques fois. On a fait beaucoup de parcs d'attractions sur les dinosaures, beaucoup de parcs d'attractions sur l'horreur, beaucoup de colloques ou de grandes foires où on vend des produits, on vend des choses électroniques, on vend des nouvelles technologies. Fait que toujours une tournée pour rester à l'affût, pour quand un projet comme l'avion se présente, ben tu sais déjà quand tu vois l'avion ce que tu vas mettre en tête, puis rapidement. Puis c'est le projet de l'avion, quand c'est arrivé, ma blonde et moi, on a eu la même idée sans se parler. On a vu l'avion. Ça dit beaucoup, ça. Madame Bouliane a vu l'avion aussi. Elle dit, il faut faire quelque chose avec ça. On était rencontrés les gens de la Beauce qui l'avaient acheté parce que eux aussi avaient une idée en tête, puis ils la voyaient au Woodley Park aussi. Fait que ça a bien donné. On s'est croisés. On a rencontré voir ce que ça pouvait coûter puis qu'est-ce que ça pouvait impliquer comme investissement puis comme déplacement puis comment on allait faire ça. Puis après cette rencontre-là, Claudia et moi, on s'est regardés et on s'est dit « Hey, on sait ce qu'on met là-dedans. » Tu penses la même affaire que moi? Oui, on met l'expérience VR qu'on a vue en Floride, il y a une année et demie. Tu sais, l'expérience, on embarquait dans une montgolfière puis on avait un film. On avait exactement la même idée avec des sièges qui bougent, avec la technologie virtuelle où les gens vont pouvoir, pendant 5 minutes, vivre une expérience avec le casque et avoir une expérience aussi à l'entrée et à l'extérieur. Puis encore plus loin dans ce projet-là, parce qu'on partait pour Vegas, aller voir pour des achats pour le parc dans les semaines d'après. On savait vite ce qu'on voulait faire dans l'avion pour se poser la question à l'extérieur. Puis on s'est mis à écouter de la musique sur Spotify. Puis on a eu un flash, on a mis une toune des Beach Boys. Kokomo, des Beach Boys qu'on a mis justement, puis ça fait festif, ça fait hawaïen, ça fait... Hey, on a dit, OK, parfait. On met l'avion comme si elle avait atterri sur une île déserte. On va vraiment créer une ambiance autour de l'avion. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ajouter dans le projet avec le temps, là, où on va être dans un milieu où il n'y a pas d'espace-temps, tout peut se passer. Il y a plein de choses qui vont arriver sur le site avec l'animation. On veut vraiment que les gens, on atterrit sur une île déserte, on a comme créé une population là-bas. Il va y avoir un petit restaurant qui va être le fun. Il va y avoir un bar à l'extérieur. Les gens vont pouvoir chiller, des espaces-feux, des planches de surf, un beau concept, des tables en totem, plein de choses. Puis on va enrober tout ça avec l'expérience de l'avion de l'autre côté, avec de l'animation, donc ça va être trippant. Et toutes ces idées-là sont venues en même temps. Puis plus on écoutait des trames sonores, plus on en rajoutait, plus les idées venaient avec ça. Il restait à vendre ça au banquier après, mais ça s'est quand même fait pas si mal. Ça s'est bien fait. Ouais. Puis là, ben, c'est toutes des belles étapes, mais je me rappelle dans nos discussions que votre but, c'était de l'ouvrir peut-être l'année passée. Oui. Quelle sorte de défi un aussi gros projet comme ça peut occasionner dans un quotidien? Là, vous avez des attractions à rouler quand même. Oui, il y a du stock à ouvrir quand même à chaque année. Quand on est devenu propriétaire de l'avion, premièrement, quand on a acheté l'avion pas 2 fois. On a manqué notre vente une première fois, on a failli pas l'avoir, puis après ça, dans les négociations, c'est revenu. Parce que tu négocies au départ, tu t'entends sur des choses, puis tu as à faire des moves rapidement. Fait que je connais pas beaucoup de gens qui ont acheté un avion qui était installé à quelque part et qui avait à la ramener de l'autre côté. Heureusement, les gens avec qui on a négocié, ils pouvaient le faire. Sauf qu'il est arrivé certaines choses dans la négociation. À un moment donné, on s'est perdu, puis l'avion est retombé en vente sur Marketplace. Les gens qui ont vu ça. Fait que là, on était à Vegas, ma blonde et moi, on paniquait un peu, mais on s'est dit, regarde, si on l'a, on l'aura, puis si on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. Puis là, on a renégocié, on a retravaillé, puis finalement, on a conclu le dossier. Mais
faut que tu règles les choses vite. Fait qu'on avait, si je me trompe pas, ça s'est fait au mois de mars, début d'avril. Fallait que je rencontre la municipalité, la MRC, pour qu'ils me disent, même sans permis, sans connaître le projet, oui, on va accepter que l'avion s'en vienne ici, puis oui, vous allez pouvoir le faire. Parce que c'est un guess, là. Si tu prends ça, puis tout le monde te bloque après, ce qui a failli arriver finalement, mais qui a fini par avoir un bon dénouement, il y a des étapes là-dedans, là. Fait que là, rencontre la municipalité, dit ce qu'on veut faire dans l'avion. On avait un concept à l'extérieur, mais il n'était pas final. Fait qu'on a dit un peu ce qu'on voulait faire, mais c'était pas complet. Fait que décide de faire l'achat de l'avion, rencontre des banquiers. Ouais, c'est un avion, ça vaut combien, ça? Ça vaut combien pour le vrai dans la vie? T'assures ça comment? T'installes ça comment? Il y a des plans d'ingénieurs qui ont été faits à une telle place. Ça va-tu fonctionner en bourse? On refait tout ça au complet. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le déménagement a été 1 mois plus tard que prévu. L'avion est arrivé ici. On est toujours ambitieux. On s'est dépêché à faire du stock. Mais Hydro-Québec, il faut que tu respectes les délais pour te faire brancher. Il y avait des permis que je ne pouvais pas avoir. Il y avait beaucoup de choses. Fait que tout ça a fait qu'on pensait ouvrir en septembre, en août ou en septembre quand l'avion est arrivé. Mais dans la logique, il nous restait à peu près 2 mois pour faire ça. C'était presque impossible. Mais on y croit toujours jusqu'à la dernière minute. On a essayé. À un moment donné, on a dit, on ne peut pas ouvrir quelque chose à moitié, ce que le Woodley Park ne veut pas faire. Donc, on va attendre encore 1 année, la saison prochaine, même si on doit absorber un peu pas des pertes, mais de l'argent qui ne rentre pas tout de suite à court terme. On va l'ouvrir quand ça va être correct. Fait que là, on arrive au projet cette année, puis on s'en vient bien, mais il arrive tellement d'affaires. Il y a tellement de soirs, des fois, on n'a pas dormi, ou tu penses que tes permis, ça va fonctionner, mais il arrive une embûche où, non, ça, dans les règlements, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, mais tu sais, les règlements ont été écrits pour des bâtiments. Les règlements n'ont pas été écrits pour des avions qui s'installent à quelque part. Puis je comprends que c'est... C'est très unique. Ouais, c'est hors norme, mais dans un moment donné, il faut être capable de réécrire des règlements. Fait que j'ai eu beaucoup de rencontres avec les gens de la municipalité, les gens de la MRC, des gens qui sont venus sur le site pour être capable de faire avancer les choses. Et il y a souvent des gens qui vont t'aider beaucoup. Il y a des gens qui c'est plus by the book, mais on a fini par trouver les bonnes façons de faire. Puis j'ai eu une belle collaboration, mais il fallait être têtu, là. Il faut être têtu, puis en affaires, des fois, il faut que tu fasses des choses avant que tout arrive pour qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, il ne se passera jamais rien. Là. Wow. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais ça prend des projets, puis ça, c'est tellement un gros projet que tu as débuté vraiment, tu as conçu vraiment pendant que tu étais maintenant propriétaire du Woodley Park, n'est-ce pas? Oui. Au début, tu étais juste un employé. Je pense que ça a duré 2 ou 3 semaines. Juste employé? Non, on a été employés, mais je veux dire, ça a duré 2 ou 3 semaines dans la tête de ma blonde et moi en disant, hey, employés comme nous autres, on se donnait temps plein, on s'investit. Puis avec notre partenaire, Mme Marielle Bouliane, ça a toujours été facile. On a toujours une belle accord. On a toujours eu les mêmes idées. Et la force qu'on a, c'est qu'on est 3 personnes qui ont peur de rien. Madame Bouliane a fait beaucoup de projets avant nous, donc ce qui nous aidait aussi à être capable de financer un tel projet comme ça, parce que 2 jeunes comme nous qui arrivaient, c'était plus difficile un peu. Puis Madame Bouliane, comme nous, avait le guts, je veux dire les couilles. On a tous des grosses paires de couilles. C'est imagé, c'est pas physique, là. Vous le savez. Mais pour être capable de faire des projets comme ça, puis des fois, tu te poses pas de questions, on te dit on le fait. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que se planter? On n'en mourra pas, fait qu'on le fait puis on le laisse. Ouais. Un des autres essais que j'ai regardé dans mes recherches pour avoir fait une vidéo pour le Woodley Park là, 1 an ou 2, il y avait un projet de parc aquatique. Ça se peut-tu au début? Oui. Ça, c'est dans le temps où tu étais un chargé de projet, puis tout ça, c'est la vision, conférence de presse, annoncement. Ouais. D'où vient l'idée de peut-être lancer ça? Là, on s'entend, ça s'est pas lancé, là, mais... La première conférence de presse a été faite à la Cache à Maxime, puis on avait présenté 4 thématiques. Frima, vol 315, puis on avait dessus les zones toxiques, et on avait présenté un projet qui s'appelait Volcano. Volcano était un volcan qui serait à la place de l'avion, qu'on avait pensé, on avait vu une couple d'images, on avait vu des choses sur Internet. C'est un projet semblable à ça qui s'est fait en Floride, le Volcano Bay, pour les gens qui connaissent un peu là-bas. Fait qu'on avait l'idée de faire une plage où on aurait de la projection sur un volcan, il y aurait des glissades d'eau dans le volcan. C'est un maudit beau projet. Puis on a investi quand même pas mal de sous pour faire des études de marché, pour voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Il y avait des problématiques pour l'eau, il y avait différentes choses. Puis c'est un projet qui était quand même très, très coûteux. Fait qu'on l'a mis de côté à court, moyen terme. On ne l'a pas effacé définitivement. Okay. Il y a des choses de ça qu'on a repris dans des thématiques.
mais on n'efface jamais quelque chose définitivement. On va regarder le timing avec le temps, c'est possible. Mais oui, c'est ambitieux pour une première année. C'est un maudit beau projet. Oui. Mais de le dessiner sur papier et de voir tout ce qui peut arriver après, c'est autre chose. C'est coûteux. Puis il y a quand même des problématiques sur l'eau, des choses que tu dois avoir. Fait que faut le voir, mais c'est un projet qui avait été présenté au départ. Oui, puis il n'est pas encore enlevé. On verra si ça va pouvoir arriver avec le temps. Super. Hein? Puis c'est quoi le processus créatif de développer une idée comme ça, ou peu importe l'attraction? Ça part d'où? De vos recherches, de vos visites dans les différents parcs? Oui, les visites dans les endroits où on est allé, ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'idées. Beaucoup de recherches sur Internet. Je dirais que Claudia, ça doit être la fille qui va le plus sur Pinterest dans le monde pour aller voir un peu les concepts, faire des recherches. Elle fait beaucoup, beaucoup de recherches, voit des images à quelque part, prend des photos, on amène ça ici, on regarde comment on pourrait le faire. C'est ça qui est toujours fait à la sauce du Woodley Park par la suite. Là. Oui. On copie pas des idées, mais tout le monde peut s'inspirer des choses qu'on voit à quelque part pour ramener ici. Donc, souvent, c'est venu comme ça, d'une idée qu'on a vue à quelque part, qu'on a pu reproduire en voyageant beaucoup. Hein. Quand tu voyages dans le monde, quand tu vas te promener aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, la plupart des projets, ne veut pas, c'est plus avancé qu'au Québec. Alors, des fois, on a 10, 15 ans d'avance sur certaines choses que tu vois arriver. Puis que tu peux voir, ça, est-ce que c'est bon pour l'avenir? Est-ce qu'on peut développer quelque chose là-dedans? Est-ce que ça respecte nos coûts? Puis est-ce que ça complète les thématiques qu'on a? Puis un processus qu'on se met beaucoup de l'avant avec le temps, est-ce que ça respecte nos valeurs en tant qu'entreprise? Ça va-tu être bon pour nous? Ça va-tu être bon pour le public? Les gens vont-tu aimer? Puis ça rentre-tu dans la ligne des valeurs qu'on veut avoir? Fait que, tu sais, le processus n'est pas nécessaire. Il est écrit. Est-ce qu'on le respecte toujours à la lettre? La réponse, c'est non, parce que la créativité vient beaucoup de l'improvisation où il y a une idée qui est lancée rapidement, puis ça déboule, puis ça déboule, ça déboule. Ça prend des gens pour les mettre en application après. Là. Ça, on essaie de reprendre les balles au bon puis toutes les amener là, mais c'est souvent comme ça que ça va se faire. Il n'y a pas nécessairement de rencontres créées. Il y en a quelques-unes de temps en temps, mais les idées de base viennent souvent d'un flash qui est arrivé à quelque part, puis après, on fait du pouce sur ce flash-là. OK, super. Mais il y a beaucoup de gens qui nous aident. Là. Ouais. Oui, Claudia est très créatrice là-dedans, mais il y a des gens qui nous aident des fois à mettre des mots. Équipe. Oui, ça prend une équipe. À mettre des mots. Shayna qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Je pense à Marie-Lie, David, Billy, des gens qui sont sur le terrain, Claude, des gens qui sont sur le terrain et en animation aussi, qui sont là depuis le départ. Il y a Alexandre qui s'est joint à nous récemment. Tu sais, on a une équipe complète, puis on a plein de gens qui viennent ici durant l'été pour donner un petit boost. Parce que oui, il y a beaucoup de création, mais il y a le côté animation qui n'est pas à négliger au Woodley Park, qui est hyper important pour nous. Mettre un beau décor, c'est le fun. Mais si tu n'es pas capable de l'animer, de mettre de la vie, de mettre une ambiance au travers de ça, c'est rien. Puis on a des animateurs exceptionnels pour livrer ça à chaque année. Puis à chaque année, depuis le début, la qualité de notre animation, des gens qui sont là, de nos animateurs, upgrade d'année en année. Puis je pense que l'élément déclencheur a été le COVID. On avait une bonne animation avant, mais le COVID a fait qu'on avait décidé de faire un safari auto pour Vol 315 parce que les gens pouvaient pas. C'était compliqué l'année du COVID, vous le savez, là, les gens ne voulaient pas sortir, on voulait pas avoir de contact physique. Fait que Claudia et moi, on avait eu l'idée de faire un safari auto. Donc, de rentrer des voitures sur le site de Vol 315. Ça a pris un aménagement ou deux, mais on y est parvenu pareil. Et d'entrer des véhicules là-dedans et qu'il y aurait des stations où les animateurs leur parleraient directement. Mais en faisant ça, ça prenait des animateurs qui étaient hyper informés puis hyper habiles pour divertir des gens qui sont assis dans un automobile avec leur popcorn puis la slush. Fait que ça devient un peu comme une présentation de film au cinépark. Il va se passer quelque chose devant. Fait que les animateurs avaient un 5 à 7 minutes d'alloué pour garder une bonne circulation, puis ils devaient emplir ça. Fait qu'on a travaillé beaucoup sur les recherches, on a travaillé beaucoup sur l'animation. Puis là, on a amené notre animation à un autre niveau parce que l'animateur devenait la pièce maîtresse du parc. Oui, il y avait les dinosaures, mais son travail était très important parce que s'il lui livrait pas, les gens disaient, c'est juste un parcours en char, il n'y a rien qui se passe là-bas. Fait qu'ils ont livré la marchandise, on a peaufiné les choses, puis à partir de là, à chaque année, il y a des choses qui ont été ajoutées pour que ça soit encore meilleur. C'est sûr qu'on a des gens qu'on appelle les animateurs seniors maintenant, qui sont arrivés des premières années, qui sont encore là, de nouveaux qui se sont joints, qui n'étaient pas animateurs dans la vie, mais il y avait tellement de guts, puis de talent, puis de vouloir qu'ils se sont devenus, ce qui a fait que ça a amené le Woodley Park à un autre niveau pour l'animation. Puis ça vous amène à combien d'employés aujourd'hui, en 2024? Quand on est en grosse période d'ouverture, on en a entre 60 et 65 employés. L'hiver, on descend plus peut-être à 6 ou 10 ou 15, dépendamment des mois de l'année. Mais on se ramasse avec une soixantaine d'employés. Wow. C'est du monde, mais c'est le fun parce que ça crée une belle ambiance. Et les jobs qui sont disponibles aujourd'hui au Woodley Park, c'est le genre de job qu'on aurait aimé avoir quand on était plus jeune.
quand tu commences à travailler, des fois sur le marché du travail, les premiers jobs que tu avais, c'est que nous, dans le temps, c'est je vais aller piler du bois chez Busque et La Flamme à Saint-Benoît. Je vais aller travailler au moulin à scie. Je vais aller faire de la peinture l'été. Je vais aller travailler sur une ferme. Puis c'est pas des jobs qui sont déplaisants, mais qui sont durs physiquement. Ouais. Les jobs au Woodley Park, oui, c'est demandant, mais tu rencontres des gens, tu leur donnes le sourire, tu les animes une journée complète. C'est une job que tu trouves pas ailleurs. C'est enrichissant. C'est ça, c'est trippant. Fait qu'il y a une belle gang, une belle crowd qui vient faire un tour ici. Puis notre équipe qui les gère font tellement un bon travail qu'à chaque année, les CV rentrent. Puis même s'il y a un problème de main-d'œuvre encore partout, la pénurie de main-d'œuvre, on ne l'a pas senti cette année, nous, parce qu'on a été obligé de refuser des gens ici au Woodley Park qui voulaient venir travailler. On a reçu beaucoup de CV, les gens se parlent. Il y a les gens positifs qui rattirent d'autres gens positifs avec le temps. Ils vont faire un tour là. Beaucoup de gens qui sont au cégep, des fois avant de se placer dans leur job, professeurs ou autre chose, viennent faire un tour ici, font 3, 4, 5 ans, comme un club de hockey junior, à donner leur meilleur, puis après ça, ils retournent dans une job principale, mais ils viennent toujours, avec le temps, refaire un tour, quelques chiffres l'été, quelques chiffres l'hiver, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Puis, c'est le fun de voir ça. C'est la crowd, un peu, je veux dire, un peu le style. Tu sais, c'est collégien, c'est le fun. Tout le monde a du plaisir à le faire. Fait que c'est le fun de voir les gens qui reviennent. Belle expérience, c'est là. Ouais, puis on est chanceux de revoir ces gens-là à chaque année, qui reviennent, qui nous appuient, qui sont derrière nous. C'est probablement notre côté, je veux pas dire transparent, parce que la transparence, des fois, ça peut faire peur, mais authentique avec tout le monde, nos employés, tout le monde est authentique ici. Il n'y a rien de parfait, là, comme ailleurs, il y a toujours des défis. Ouais. Mais le côté authentique du Woodley Park fait que c'est plus facile de travailler ici. Puis on a nos bottes à tous les jours, on va travailler avec les gens, on n'est pas assis dans les bureaux, puis les gens ne nous voient jamais. Là, on est encore sur le terrain tout le temps. Puis je pense que c'est ça qui fait la qualité d'une équipe, s'impliquer toujours dans le projet de A à Z, voir ce qu'il y en est, connaître bien ton projet, puis capable de le faire évoluer avec les gens. Il n'y a pas du monde. Il y a des types d'entreprises que il y a vraiment des dirigeants puis que tu vois pas, comme tu dis. Mais quand tu es sur le même niveau que tes employés puis que tu es capable de les épauler dans leur quotidien, je pense que c'est les meilleurs emplois en tant qu'employé ou c'est plus le fun. Gestion. Ouais, t'as un contact direct, c'est plus le fun. Puis loin de dire, on est loin d'être parfait. Là, on a vraiment beaucoup de défauts. Ma blonde en a un peu moins que moi. Moi, j'ai une bonne liste de défauts qui sont là. Fait que des fois, faut peut-être en entrepreneuriat, c'est ça qu'on a appris beaucoup, dont moi, ma blonde, c'est un peu moins pire, mais à se parler puis de prendre le temps de parler avec les gens. Bon, et mes employés vont dire souvent qu'ils me parlent, il faut qu'ils marchent avant moi pour être capable de finir la conversation. Ça arrive encore, mais on est plus attentionné que les premières années. Les premières années où tu travailles avec des gens, pas que tu es plus raide, mais il y a des choses que tu acceptes moins ou veux pas, tu prends une expérience à collaborer avec les gens, tu te rends compte que tout seul, oui, tu vas plus vite, mais tu vas pas aussi loin. Fait apprendre à travailler avec les gens, ça peut te permettre d'aller un peu plus loin, mais ça te demande des fois de prendre le temps puis de t'asseoir. Puis ça, je le prenais pas beaucoup avant. Ma blonde a été derrière moi pour le faire un peu, puis à force de faire des formations, puis aussi être capable de t'analyser le soir. Des fois, où après une semaine, après une saison, tu fais voir, il me semble que j'ai été rough aujourd'hui, ou il me semble que ça a été tough, mon affaire. Peut-être que... Puis encore là, on n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer avec le temps. Les gens m'ont toujours dit, au moins, si tu en es conscient de tes défauts, tu as déjà fait un bon bout de chemin. Un bon bout de chemin. Après ça, c'est corrigé. Là. On ne corrigera pas tout, mais on va en corriger quelques-uns. Ça m'amène au point. Là, tu parles beaucoup de ta blonde, Claudia. Ouais. C'est quoi la conciliation, là? Travail, couple, partenaire d'affaires? Je ne cacherai pas que c'est un défi, là. C'est un défi de tous les jours. On a dû apprendre à travailler ensemble. On a dû apprendre à lâcher la job à la maison, à pas trop en parler, à attendre des fois d'en reparler le lendemain, parce que personne n'a le même tempérament. Okay? Moi, je suis un gars qui se lève très, très tôt le matin, là, vraiment tôt. Puis le soir, après 7h, 7h30, il me parle-moi plus de rien, je suis plus du monde. Je veux que mon cerveau soit lousse, sinon ça m'empêche de dormir, je tourne en rond. Puis ma blonde, elle est un petit peu à l'envers de moi. Fait qu'elle, le soir, elle a des idées. Des fois, avant d'aller se coucher, elle voit des choses. Puis avant, elle m'en parlait beaucoup, mais ça activait mon cerveau, puis je trouvais ça tough. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, regarde, on va essayer de se trouver des périodes pour éviter d'en parler. C'est sûr que les premiers mois, les premières années, on s'est pogné solidement sur le terrain. C'est comme n'importe quel couple. Vous voulez tester votre couple, faites des rénovations, ayez un enfant ou partez une entreprise ensemble. Vous allez voir, vous allez tester votre couple. Si vous passez au travers de ça... C'est 3 tests assez crucial. Si vous passez au travers de ça, vous devez être capable de faire plusieurs années ensemble. On est passé au travers à date. Il n'y a pas rien qui est facile, mais on doit se parler, puis on doit des fois accepter les défauts des autres, là, ce que ma blonde doit accepter probablement beaucoup de moi. Là. Mais c'est le fun. Mais en même temps,
le thrill là-dedans, c'est quand tu t'arrives puis tu as une même idée en même temps, puis tu sais que les deux vont la faire avancer. Tu n'as pas à te poser la question, lui, vas-tu faire sa job? Vas-tu non. Je sais qu'il est en train de l'avancer en bas. Moi, je peux avancer la mienne. Puis Claudia a le côté très, très créatif. Moi, j'ai le côté peut-être plus entreprise, business, rapidité, exécution, mais on se complète super bien les deux ensemble pour être capable de faire des fois, d'amener chacun notre côté du projet. Des fois, c'est plate pour l'autre parce qu'on peut être calme. Des fois, je brise pas un rêve, mais une idée. Mais en même temps, des fois, elle peut me changer ma façon de voir en disant « Hey, OK, je comprends dans la vie, là, mais il n'y a pas juste ça, on pourrait faire ça de cette façon-là. » Fait que les deux, on peut s'aider là-dedans. Ben, la répartition de tâches est importante parce qu'il ne faut pas que tu te piles ses pieds autant que, oui, t'es... Puis ça prend des secteurs, là, à un moment donné, c'est ça. Pour savoir où ça s'arrête des fois. Puis, ben, des fois, tu pars du bureau et tu te dis « Ah, crime, pourquoi que j'étais ben trop prime sur ça aussi. » C'est plus facile en couple, tu te connais. Ça fait des années qu'on est ensemble, fait qu'on se connaît par cœur. Fait que des fois, c'est plus facile de te laisser aller, puis on se défoule pas mal entre nous autres. Fait que quand tu arrives, des fois, avec les autres, c'est plus facile. Par nous autres, on apprend à vivre avec ça avec le temps, puis on apprend à se connaître beaucoup, puis des fois, on se dit « OK, là, je vais attendre, on va se reparler plus tard, on va voir, tout va être correct, je vais être revenu, puis ça dure pas longtemps. Là. On n'a pas des chicanes qui durent vraiment pas des heures, en tout cas, ça dure quelques minutes, mais ça dure pas des heures. » Parfait, ça. Puis, comment que vous avez eu des enfants? Est-ce que c'était quand vous étiez le Woodle Park t'a lancé ou c'était avant? Mon premier, je l'ai eu quand j'étais à la radio. Puis quand j'ai quitté la radio, j'ai eu mon deuxième quelques mois avant. Donc, les deux enfants sont arrivés là. Les enfants m'ont pas connu beaucoup en tant qu'animateur radio, plus en gars de web. Puis après ça, à une personne qui est venue ici avec ma conjointe. Mais c'est sûr que c'est un défi. Là. Quand on est arrivés les deux ici, les enfants n'étaient pas très vieux. Ouais. Tu sais, quand les deux sont impliqués en entreprise, tu veux travailler les deux. Il faut que tu t'occupes de tes enfants un peu. Fait souvent, c'est là qu'on s'est développé une façon de travailler parce que moi, j'étais un lève-tôt. Fait que dans les projets, j'arrivais... Je me suis fait ramasser une couple de fois par les voisins, mais j'arrivais des fois à 4 heures du matin, bien souvent, à commencer à travailler sur des machines. 4h30, 5h, j'ai fait ma journée, je partais, puis ma blonde, elle, continuait tard le soir, pour être capable d'alterner ça, pour être capable d'avancer notre travail, puis on se répartissait comme ça avec les enfants. Ouais. Et nos enfants, on les a amenés très jeunes aussi, comme n'importe qui, à travailler avec nous, à nous suivre partout. Mon gars a 10 ans, je devrais pas le dire, mais il chauffe un tracteur la fin de semaine pour nous aider. J'abuse pas de lui, là. Mais tu sais, il est capable de le faire, son habile. Puis mon autre gars est venu travailler avec nous cet hiver, lui, il a 13 ans. Il est venu faire du resto, il est venu faire différentes choses aussi. Quand il était jeune, mon plus vieux, il faisait le lutin. Même mes deux enfants ont fait les lutins pendant quelques années ici. Là, ils sont rendus dans l'adolescence, ça lui tente un peu moins. Mais ils ont fait les lutins, ils s'est trouvé des noms, puis c'était super drôle, puis ils étaient full impliqués. Puis ils vont probablement s'impliquer un peu plus tard aussi, parce que dans le bout d'adolescence, c'est moins hot ce que tes parents font, mais ils vont probablement revenir puis venir travailler avec nous. Puis s'ils font pas ça, puis ils font d'autres choses, on va être contents. Le supporter là-dedans. C'est ça. Mais pour être venu filmer une couple de fois... puis que t'es arrivé par après avec Claudia, t'arrives avec les enfants, puis les enfants se promènent, les jeunes ils se promènent dans le parc, puis c'est un lieu qu'ils connaissent, puis ils connaissent par cœur. On s'entend là. Ils ont adoré le parc, ils l'ont détesté, ils l'ont adoré, ils l'ont détesté. Parce que des fois, quand on travaille trop, ils nous voient moins, fait qu'ils le détestaient. Ou des fois, quand on venait trop souvent ici avec eux, ils aimaient moins ça. Mais quand ils reviennent, ils trippent. Quand ils voient les projets comme celui de l'avion, quand ils ont vu ce qu'on faisait ici, ils trippaient. Ils n'ont pas encore vu le film officiellement parce qu'on est en train de faire les derniers ajustements. Mais quand le podcast va sortir, tout le monde va avoir vu ça. Fait qu'on est dans ces projets-là. Là. Ah, mais c'est cool. Mais c'est une grande primeur, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient ça sur le bord de l'autoroute, puis qui se disaient qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans. La plupart des gens disaient ils vont faire une salle à manger, un restaurant comme il y avait en Seine-Lorette. Puis depuis le début, les gens ont ça en tête, puis je sais pas pour quelle raison. Je pense que même la première fois on a parlé de l'avion, on l'a dit qu'on ferait pas un restaurant dedans. On disait que les gens sont restés longtemps avec ça dans leur tête. Ça, ouais. Mais là, quand on a annoncé le projet en conférence de presse, puis on dit où on s'en va, puis quand ils le testent, quand nos employés l'ont testé, OK, c'est différent. Puis ce projet-là, on a regardé partout, on a travaillé avec des compagnies qui travaillent là-dedans, entre autres une compagnie québécoise qui s'appelle Triotech, avec qui on a fait affaire pour l'installation des casques, l'installation des sièges, l'ajustement du film. Le film, c'est des films qui existent, qui sont déjà produits, mais tu achètes les droits, tu payes une location par mois. Fait qu'on cherchait le film idéal pour lancer le projet de l'avion. Est-ce qu'on a trouvé le film idéal à 100%? Pas encore, mais il est très bon, le film qu'on a déjà pour partir. Si on dit qu'on n'a pas trouvé de film idéal, c'est parce qu'on a une autre idée derrière la tête pour ramener le parc dans différentes saisons. Fait qu'on en a un premier qui est excellent, puis avec le temps, on veut être capable d'en amener dans les différentes saisons. Être capable de dire, OK, mais qu'on arrive à l'Halloween, il faut qu'il y ait un film spécial Halloween dans l'avion. Mais qu'on arrive à Noël, ce serait le fun de partir avec l'avion puis aller livrer des cadeaux avec le Père Noël.
Fait que là, on est à la recherche de ces films-là. Il y en existe quelques-uns. Des fois, la technologie n'est pas rendue où ce qu'on aimerait qu'elle soit encore, mais le VR, ça va tellement vite. Il y a tellement de nouvelles compagnies de production qui produisent des films. Bon contenu. Il y en a beaucoup. Puis, ce que je disais au départ, c'est que ce projet-là, avec des casques VR dans un avion, il y en existe un autre aux États-Unis qu'on connaît. C'est pas la même chose, c'est de la projection après les murs, mais avec un casque où les sièges bougent. Je te dirais qu'on est pas mal unique au Canada, puis il y en a peut-être un ou deux en Amérique du Nord qui vont ressembler à ça. Fait que c'est un projet qui est très, très avant-gardiste puis très différent de ce qu'on a vu ailleurs. Mais c'est full fascinant qu'il y a ça en région. Tu sais, souvent, c'est des projets qui vont voir le jour à Montréal ou dans les grands centres, puis qu'on ait ça à Scott, c'est une belle fierté. Oui, puis il y a beaucoup de monde qui nous l'ont dit. Êtes-vous sûr? Tu sais, vous installez des grosses affaires, ça vous coûte cher. Vous êtes en région, là, vous êtes en Beauce. Là. On le répond toujours. Hein, on est juste à 18 minutes des ponts de Québec. Là. Traverser la ville de Québec, c'est plus long que ça. Fait il y a un marché tellement autour le fun à aller chercher que ça se fait super bien. Les gens se rendent déjà à Québec, puis il y a déjà des milliers de personnes qui vont en Valcartier ou ailleurs, puis c'est pas nécessairement à côté. Fait que pourquoi ils ne tourneraient pas à droite s'ils arrivent de Montréal ou à gauche s'ils arrivent du bas du fleuve, puis ils s'en venir faire un tour en Beauce à 18 minutes des ponts? C'est à côté. Puis quand les gens nous appellent puis ils nous demandent c'est où, oui, on est fiers d'être Beauceron, mais on commence toujours en disant « Hey, c'est à 18 minutes des ponts, c'est à l'entrée de la Beauce, c'est collé. » C'est ça votre pitch. Hein? Ouais, parce que malheureusement, si tu dis que tu viens de la Beauce, les gens pensent que si tu vas en Beauce, il faut automatiquement que tu dors un soir là-bas tellement c'est loin. Ouais. Jacques Vallée, de propriétaire de Beauce Carnaval, disait souvent ça. Eux sont en Beauce à Saint-Benoît. Okay. Puis quand ils amènent des clients ou qu'ils amènent des gens pour voir leur manège ou pour discuter affaires, les gens pensent toujours qu'ils vont avoir 6 heures de route à faire, il faut qu'ils dorment 2 jours là-bas. Ils disent « Hey, maintenant avec l'autoroute, vous prenez l'autoroute, 1h15, vous êtes rendu, ça se fait super bien. Il y a des places pas mal moins loin ou plus loin que ça, vous allez puis vous le voyez pas. C'est juste dans la tête des gens. C'est collé là-bas sur Québec. Là. » Puis avez-vous des anecdotes que le Woodell Park a vécu qui se disent? Qui se disent, qui se racontent. Oui, il y en a. Il y a plein de choses qui sont arrivées avec le temps. Des mauvaises livraisons, des dinosaures, comme j'ai déjà raconté dans une vidéo, qui sont arrivés de la Chine, puis on les a branchés, on les installait pour que ça prenne vie dans le parc. Puis finalement, c'était pas un son de dinosaure qui avait été mis dedans, mais c'était un son d'animal. Ça ressemblait à une chèvre, ça ressemblait à une vache, ça ressemblait à un chameau. Je sais pas à quoi ça ressemblait, mais c'était loin, loin, loin d'un dinosaure. Assembler nos dinosaures la première année, puis les plans parce que les dinosaures viennent de la Chine. Là. On magasine ça par des fournisseurs. Puis de monter des bases à l'envers, d'être obligé de démonter des choses, de travailler des fois pour quelque chose qui finalement c'était pas la bonne affaire. La première année qu'on a commandé des animatroniques humanoïdes qu'on appelle pour animer dans Vol 315, la première fois qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés nécessairement comme sur la photo. On a fallu faire modifier, les cheveux étaient spéciaux. Quand tu commandes que tu ne peux pas aller voir, c'est les dangers qui viennent avec ça. Des fois, tu peux aller voir en personne, mais des fois, tu fais sur des photos et tu prends des risques. Fait que, l'année où on a acheté des bornes électroniques, on pensait qu'on révolutionnerait tout puis tout fonctionnerait numéro 1 pour être capable de faire rentrer les gens, mais malheureusement, les bornes étaient exceptionnelles, mais le logiciel qu'on avait faisait pas la job pour leur parler. Fait qu'on a eu beaucoup plus de défauts les premiers mois que de choses. Mais aujourd'hui, c'est réglé et on l'a ajusté. Fait que oui, il en arrive beaucoup. On est obligé, comme je disais tantôt, de démonter les zones toxiques en une nuit parce que ça fonctionnait pas. Les premières années à Beauceville où le parc était là, Claudia était impliquée, puis j'étais juste là pour aller aider, d'avoir une scène installée à l'extérieur, puis avoir un pseudo-magicien avec une perruque qui venait s'installer pour faire des spectacles aux jeunes. Puis parce que la scène était froide, il n'y avait pas de chauffage beaucoup en arrière, il était obligé de se battre avec son lapin en arrière-scène. J'étais avec lui, de se battre avec son lapin pour qu'il rentre dans le tube. Je ne veux pas vous dévoiler de punch à tout le monde, mais les lapins apparaissent pas pour vrai dans les chapeaux. Il y a un truc en arrière de ça. Il rentre dans un cylindre et il se bat avec le lapin, puis le lapin le griffe. Il met le magicien plein de sang sur sa main. Le lapin est rentré dans le bouchon, il est capable de le faire. Là, il faut qu'elle fasse son spectacle. Fait que ça enroule la main dans quelque chose, l'essuie, va faire un tour en avant. Pas de toilette dans le temps. Le magicien a été obligé de faire uriner dans une bouteille pour pas ressortir. L'envers du spectacle. Là, aujourd'hui, on a le vrai Père Noël. Mais à une certaine époque, on avait toujours d'engager un remplaçant du Père Noël. Le gars, il y a déjà quelqu'un qui a fait du karaté devant des enfants, un Père Noël, un remplaçant du Père Noël spécial. Il en arrive plein d'histoires. C'est sûr, puis il y a beaucoup
d'embûches, il y a beaucoup de choses des fois qu'on parle pas. On se plante beaucoup plus souvent qu'on réussit, mais on se rappelle souvent des réussites. Mais les fois où on se plante, on apprend tellement que ça devient des réussites parce qu'on a appris de ça. Il y a bien des choses qu'on a achetées et on a fait Colin. Pourquoi qu'on a fait ça? On était sûr que c'était une bonne affaire, puis finalement, c'était pas... Ouais. Il y en a. On a une décision qu'on prenait, on était sûr que c'était la meilleure décision du monde. Ah non, finalement, c'était pas ça. C'était pas ça. Les premières années où on gère nos services de restauration, mais les premières années, on a ouvert ça. Première année, on a donné ça à contrat à quelqu'un. La personne s'en est occupée, mais finalement, quand elle a décidé que ça fonctionnait pas, elle fermait. Fait que là, tu te ramassais pas de monde au restaurant le soir. Ça fonctionne pas. Obligé d'aller faire marcher des choses que tu n'as pas eues. Quand tu tiens un service comme ça... C'est important. Ah oui, il y en arrive plein. Puis des fois, t'engages un employé, tu penses que ça va être un bon employé, mais finalement, il y a un vice caché derrière que tu apprends par la bande. Il y a plein de choses qui arrivent en affaires comme ça. Tu t'ajustes, tu vis avec ça. Tu mets un genou à terre souvent, puis après ça, tu reviens en disant, OK, là, c'est passé, on va trouver une solution pour passer à d'autres choses. C'est ça. T'as pas le choix. Puis c'est arrivé, là, des téléphones le matin tôt, t'as un problème urgent à régler. Je me rappelle d'avoir eu des gens importants ici qui sont venus, qui ne devaient pas être ici, puis d'être retournés dans un dixaine ou quelque chose qui n'était pas illégal, mais que tu ne devais pas faire maintenant, puis tu en as 4 qui t'attendent avec des calepins pour te donner des amendes, puis toi, tu es là, puis tu essaies d'essayer de convaincre tout le monde que fait qu'il y en arrive. Mais c'est ça qui fait la beauté de ton affaire. C'est challengeant. C'est triant sur le coup, ça met les gens dans un stress qui est haut, mais c'est tellement le fun après. Tellement le fun à jaser autour d'une bière. Tu dis, hey, regarde, on a fait ça, on a fait telle chose. C'était rock'n'roll, mais on l'a eu pareil. Puis si on l'avait pas fait, on aurait quoi aujourd'hui? On l'aurait pas. Ça, vous ne seriez pas aujourd'hui si vous n'avez pas fait ces erreurs-là. Non. C'est pas nécessairement des erreurs, mais c'est les guesses, c'est ça. Il faut que tu prennes un pari des fois, tu sais pas si ça va fonctionner. Tu dis, parfait, on y va par instinct. Lui va marcher, l'autre ne marchera pas, mais si tu ne le laissais pas, tu ne le sauras jamais. Tu es bien mieux de l'essayer et de dire, OK, parfait, ça n'a pas marché, mais au moins l'essayer que vivre toujours en disant, Caroline, hey, pourquoi on n'a pas fait ça? Tu ne pourras jamais savoir si ça avait été bon parce que tu n'as pas eu le guts de l'essayer. Il y a des choses que tu comptes rapidement, tu dis, c'est impossible, ça ne peut pas être payant, ça ne peut pas marcher. Mais il y en a d'autres, tu es comme leur limite, tu dis, OK, là, il reste juste le courage, on le prend et on le laisse. Comme l'avion, là. On va ouvrir bientôt, on va avoir nos premières ouvertures. On sait que ça va fonctionner, que ça va bien marcher, on est convaincu. Mais tant que les gens ne sont pas rentrés ici pour une première fois, tant qu'ils n'ont pas fait toutes les expériences, toi, tu as beau triper sur le projet, il faut que tout le monde tripe dessus, il faut que tout le monde le voit. Fait que tant que c'est pas plein, tant que ça n'a pas roulé une saison, tu te dis, tu n'as pas encore réussi. Là. Même encore, il faut que ça perdure dans le temps aussi. Là. Ouais. C'est beau ouvrir une thématique, mais ça dure une saison, puis après ça, plus personne n'est là. C'est tough un peu aussi. Puis c'est l'enjeu du tourisme. Tu dis, parfois, on fait des projets, mais il faut que les projets évoluent. Parce qu'à un moment donné, les gens qui viennent vont venir une fois, vont venir 2 fois. Si tu n'as pas de nouveauté à proposer de temps à autre, ils ne viendront plus, puis ton parc va finir à rien. Fait que le but, c'est de bâtir quelque chose qui va perdurer avec le temps. Est-ce que nos enfants vont le reprendre? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des gens de la famille de Mme Mounian qui vont pouvoir le reprendre avec le temps? Est-ce qu'on va vendre ça à quelqu'un d'autre plus tard? On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il faut que l'entreprise prenne une valeur. Il faut qu'on se capable de bien en vivre puis avoir du fun tout le temps aussi. C'est le défi. Là. La journée qu'on n'aura plus de fun ici, c'est sûr qu'on va faire d'autres choses. Là. Oui. Mais on n'est pas parti pour plus en avoir. C'est ce qui vous alimente aussi. Là. Ah oui. Vous avez du gaz les deux, fait que c'est Ma blonde a pas mal de gaz, j'en ai pas mal. Puis Mme Bouliane, qui est propriétaire avec nous, elle en a surprenamment beaucoup pour son âge. Hey, dis-moi, j'arrive à la fin de ce que je voulais jaser. L'aspect marketing du Woodell Park, pour travailler avec vous autres, c'est important. Ouais. Vous utilisez beaucoup les photos de vos clients. Comment que vous poussez votre marketing aujourd'hui en 2024? As-tu des conseils à ce niveau-là, des expériences? Je dirais que dernièrement, on a été des mauvais élèves. On ne l'a pas poussé assez, pas à la grandeur de ce qu'on a, parce qu'on a manqué de temps. Donc, je dirais, premier conseil que je donnerais, puis qu'on s'est donné, c'est que s'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de faire à l'interne, donnez-les à contrat avec des gens fiables. On travaille ensemble depuis des années, on a d'autres projets qui s'en viennent, on a des vidéos. Ça ne donne rien de s'entêter à faire des choses dans lesquelles on ne maîtrise pas. Gardons les points, gardons un œil critique au-dessus, et soyons capables de s'impliquer, mais on ne peut pas tout faire, c'est impossible avec tous les projets qu'on a là-dedans. Et de ne pas avoir peur d'essayer des choses. Si vous voyez une vidéo qui se fait déjà depuis un bout de temps, oui, vous pouvez vous en inspirer, mais trouvez une twist à vous autres. Trouvez quelque chose de différent parce que vous allez juste être comme les autres.
Ouais. C'est de trouver quelque chose qui va amener une vie, qui va amener quelque chose de plus, qui va créer une chaleur. C'est pour ça que les photos que les gens prennent, c'est souvent nos meilleures photos. Ouais. Parce que les clients voient quelque chose que nous, on voit pas. Ils vivent une expérience. Fait que les plus belles photos qu'on peut avoir pour le marketing, c'est toujours celles prises par nos clients qu'on peut reprendre là-dedans. Après ça, ben le best, c'est de mettre de la vie. Les vidéos qu'on fait ensemble, souvent, ben on va mettre les employés vont être là, mais il va y avoir des clients sur place, de créer la chaleur. Il faut que les gens sentent, parce que quand tu arrives au Woodley Park, tu le vois quand tu viens faire un tour ici, quand tu rentres dans la maisonnée du Père Noël, la première fois que tu es rentré là-dedans, il y a quelque chose. Hein? Ben oui, il y a une énergie. Quand le Père Noël est là, quand il y a la musique, quand il y a l'odeur des biscuits, tu fais OK, il y a quelque chose ici, mais en photo, c'est dur à faire vivre. Ouais. En vidéo, tu es capable de le faire, il faut que tu travailles, mais il faut que tu t'ailles chercher l'émotion, il faut que tu ailles chercher quelque chose pour que les gens disent OK, il y a quelque chose qui se passe là. Faut que tu vendes aussi l'expérience pour que le monde puisse venir pour le vivre pour de vrai. T'sais. Ouais. Fait que par le biais de photos puis vidéos, c'est sûr que ça vous permet d'attirer, mais la meilleure vitrine, c'est la clientèle qui dit leur expérience. Exactement. Puis tu vois des sourires. Tu sais, les vidéos qu'on voit où les gens sont contents, les gens font des sourires, les spectacles de nos lutteurs, puis tu vois des jeunes qui sont émerveillés. Je me rappelle de vidéos d'été qu'on a fait ensemble où il y a une petite fille qui est frisée. Tu vois dans son expression, l'expression de elle fait toute la différence en disant OK, je veux que mon enfant soit comme ça quand il va aller faire un tour là-bas. Fait que ces émotions-là, faut que tu les fasses vivre dans ton marketing. Parce que dans un marketing froid, un marketing où c'est du Shutterstock, c'est des photos que tu as récupérées partout. Ça paraît. Ça peut faire la job pour certaines choses des fois, mais tu as besoin de plus un peu. Là. Ouais. Ça fait la job pour partir un projet qui n'est pas terminé pour mettre des choses de départ. À un moment donné, ça prend du concret. Les gens ont besoin de concret. Les gens posent beaucoup de questions. Puis on a l'impression aujourd'hui que parce qu'on a des sites web, les gens n'ont pas de questions. Il y en a autant qu'avant des questions. Ils envoient tellement de choses, ils veulent savoir c'est ouvert quand, qu'est-ce qu'on peut faire là. Les gens qui l'ont vu, ils ont-tu trippé? Ils ont besoin d'avoir des commentaires de personnes, des clients qui sont passés là-bas. Ils ont besoin de se rassurer. C'est quoi le produit exactement? Aujourd'hui, vous avez tellement eu beaucoup de visiteurs que votre nom est fait, puis vous avez des retours énorme à toutes les années. Là. Oui, les gens reviennent, les gens sont au rendez-vous, puis ils en parlent aux autres, puis notre nom est fait, mais il est toujours à bâtir, parce que là, tu as le projet de l'avion, tu as le projet des dinosaures, mais là, il faut montrer qu'on perdure dans le temps. Il faut montrer que, regarde, on n'était pas juste un fly-by-night, pour faire un mauvais jeu de mots avec l'avion, mais on va être là pendant des années. Puis l'arrivée de l'avion nous donne un second souffle. C'est toujours ça qu'on s'est dit. Premièrement, c'est à l'entrée du parc. C'est un panneau commercial incroyable. On le voit de l'autoroute partout. Puis là, on amène les gens dans notre atmosphère. Voici ce qu'on a à vous proposer. Après ça, on vous emmène dans les dinosaures. Dans le temps de Noël, on vous amène vraiment dans un village de Noël. Puis on va mettre tout ça en place dans les prochaines années pour qu'il y ait d'autres projets puis qu'on continue à perdurer puis aller chercher notre clientèle, le grand public, le corporatif, les scolaires, les jeunes. Avec le projet de l'avion, oui, on est beaucoup dans la famille, mais on va chercher un créneau qu'on n'avait pas avant. Tu sais, pour faire l'expérience VR, c'est du 6 ans et plus. Parce qu'il y a des règles qui régissent tout ça. Mais puis pour l'extérieur, ben oui, des familles l'après-midi, mais beaucoup de jeunes, beaucoup de couples, beaucoup d'adultes vont venir faire un tour le soir. Les gens de moto vont adorer le spot. Ça va être un des plus beaux spots qu'ils vont faire au Québec pour venir prendre une bière, venir prendre une petite consommation. Puis ça va être la même chose pour les gens. Donc, on va faire un tour dans Vol 315. On arrête de voir après, puis il se passe quelque chose, puis on évolue avec le Woodley Park. Wow, c'est un très beau parcours, Carl, que tu as. Puis moi, j'habite à Scott, puis je l'ai vu évoluer, là, mais de ta bouche, tu veux pas, c'est énorme d'où ce que vous êtes parti. Il y a eu beaucoup de temps de fait, il y a beaucoup de choses de fait en peu de temps. Ouais, c'est ça. On est, parce que c'est très drôle. À chaque fois que quelqu'un revient ici, puis il demande c'est quand on va ouvrir, quand on lui dit la date, il est toujours sur le cul en disant mais vous serez jamais prêt. Puis ça, j'adore ça parce que je pense que c'est le challenge le plus gros que j'ai des fois. Puis je fais ah ouais, checkera. Watch me. Parce qu'il y en a qui sont venus avant hier, puis il n'y avait pas de chaise installée ici, il n'y avait rien, puis ils regardaient le projet. Je suis jamais capable d'ouvrir à telle date. Oui, tu vas voir. Ça se peut pas. Oui, tu vas voir. On a fait pire que ça. Puis nos employés, des fois, chaque année, on se dit hey, crime, ça va être sérieux cette année. Hey, te rappelles-tu? On a fait ça. Rappelles-tu? Ouais, c'est vrai, hein? On a fait pas mal pire. On a fait pas mal. Les premières années, c'était beaucoup plus rock'n'roll où tu as l'appel qui rentre une bâtisse, tu finis avec ton 0,3 puis quand tu finis de l'étendre, les premiers scolaires, les jeunes, ils marchent quasiment en avant de la voiture parce que tu viens de le finir. On n'avait pas d'électricité qui était convenable la première année. Fait que quand il faisait trop froid,
On a fait sauter des transformeurs d'Hydro-Québec deux là. fois parce que ça demandait trop de jus. Fait qu'on a dû s'ajuster avec le temps, mais il y a un gars dans l'époque qui nous avait dit « vous êtes correct en masse, votre électricité, il n'y aura pas de problème. » Mais il avait oublié qu'on avait beaucoup de lumière, qui n'étaient pas nécessairement des lumières commerciales. On a évolué avec le temps, on est plus dans le LED, mais là, on avait des lumières qui consommaient énormément d'énergie, des systèmes de chauffage qui n'étaient pas d'appoint. Fait que quand tu faisais moins 30 les premières années, puis tu levais ça dans le fond, puis ça virait en même temps. Je me rappelle d'être venu dans le parc, partir de chez nous, puis il faisait noir partout. Puis on était obligé de donner des tickets à tout le monde pour qu'ils prennent un billet, pour qu'ils reviennent la prochaine fois parce qu'il a manqué de courant quand ils sont arrivés au parc. Là. Pas de lumière, pas rien. C'est des choses qui restent en tête maintenant. As-tu des conseils pour les entrepreneurs qui se voient un peu dans ton histoire, des expériences que tu veux partager à ce niveau-là? Des fois, on se sent un peu imposteur. Hein. Je ne sais pas si des conseils, ça peut être bon parce qu'on n'a pas inventé rien. Croyez en ce que vous voulez, puis n'hésitez pas de le faire. Prenez ce que vous... Si vous croyez vraiment, prenez les actions pour le faire. Le comptable va peut-être vous dire que ça ne marchera pas, mais des fois, il faut aller un petit peu plus loin que le comptable. Le comptable va toujours faire des beaux tableaux bien normal, puis qu'il faut tout arriver. Dans le meilleur des mondes, on respecterait tout ça. Mais à un moment donné, c'est dit que ça fonctionnera, que c'est risqué, faut que tu prennes la chance de prendre un risque. Fait qu'ayez pas peur. Puis le pire qui peut arriver, c'est se planter. Puis si vous plantez, OK, ils peuvent passer avec ta maison, puis ta famille, puis tes enfants, mais là, non, pas à ce point-là. Mais faut pas hésiter. Puis entourez-vous d'une bonne équipe. Des gens qui sont fiables. Puis Claudia et moi, Alexandre maintenant, Madame Bouliane, de tous les gens, on a été chanceux, on a rencontré des bonnes personnes dans le bon temps qui sont restés dans l'équipe, qui sont positifs, puis qui veulent avancer. Fait que toujours, quelqu'un me disait ça, avec qui on travaille, Normand Heinz, pour ne pas le nommer, toujours engagé meilleur que nous autres. À partir de là, ça va être beaucoup plus facile. Toujours engager les meilleurs que nous. Ça te permet de foncer plus vite sur des projets que... Puis de concentrer à diriger tes choses, ouais. Puis amener ton gars aux autres pour être capable d'avancer, puis coach-les. Et pour le reste, quand tu as des gens meilleurs que toi, ça va avancer pas mal plus rapidement. Wow. Merci pour ces beaux conseils-là. Je me vois avec le podcast. Je me suis dit, il faut voir que je le fasse à un moment donné. Puis ce conseil-là, je me rappelle que tu l'as dit dans d'autres projets qu'on a fait ensemble. Fait que je l'avais encore en tête, puis je l'ai fait, puis je le lance. Puis j'espère que le monde va bien aimer ce podcast-là. Fait que un gros merci, Carl, d'avoir participé. Ça fait plaisir. Puis lâche pas toujours le fun de notre domaine des podcasts, mais on en voit de plus en plus. Fait que c'est le fun de voir l'évolution, puis d'entendre des gens parler. Tu vas voir plein de gens que les gens ne connaissent pas nécessairement. Puis c'est le fun d'entendre l'histoire de tout le monde, parce que même si des fois on ne connaît pas l'entreprise, il y a une maudite belle histoire en arrière. Puis il y a des gens qui ont travaillé fort pour y arriver. Là. Ouais. Ben, il y en a des podcasts, mais il n'y en a pas ici. En région, en Nouvelle-Beauce, la Chaudière-Appalaches, que je vise nécessairement. Et que je pense que cette partie-là va être le fun à explorer. Yes, hey, bon succès. Merci beaucoup, Carl. Merci, salut.